Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les chroniques des BFN. Ce soir, nous décryptons 3 sujets brûlants de l'actualité. Nous reviendrons d'abord sur la crise persistante des prix des billets au sein de la compagnie Canadian Airways, malgré un communiqué de la direction affirmant une stabilité des tarifs. La réalité sur le terrain sont bien différentes. Est-ce qu'un simple problème de communication ou une opacité organisée? Ensuite, nous analysons la diplomatie de voisinage avec la visite du président Félix Tshisekedi auprès de son homologue Denis Sassou Nguesso entre accords de sécurité et tensions régionales. Que cache cette rencontre d'Oyo? Enfin, nous parlerons des tics médiatiques. Le Conseil supérieur de la liberté de communication rappelle les journalistes à l'ordre en cette période électorale. Mais cette rigueur doit-elle s'appliquer uniquement à la presse ou les acteurs politiques doivent-ils eux aussi être devant leurs responsabilités? Analyse et décryptage dans un instant. Brony, bonsoir. Bonsoir, Gabriel. Brony, nous avions dénoncé ici même la flambée des prix des billets chez Canadian Airways. Suite à cela, la compagnie a publié un communiqué pour rassurer l'opinion sur le terrain. Constate-t-on un réel retour à la normale ou les prix restent-ils inaccessibles pour le Congolais moyen? Il faut savoir que cette réaction de cette compagnie aérienne est une réponse administrative et protocolaire. Parce que la réalité du guichet est tout autre. Et contraire à ce que dit cette note, on a l'impression que cette compagnie se dédouane totalement de ce qu'on constate, de ce désordre que l'on constate sur le terrain. Jusqu'aujourd'hui, pour répondre directement à votre question, la réalité n'a pas changé. Il y a à peine la semaine dernière, donc le week-end passé, donc avant, donc il y a eu près d'une semaine bientôt, nous avons payé des billets d'avion à 80 000 francs CFA pour aller à Pointe-Noire, 80 000 francs CFA pour revenir à Brazzaville, à peu près 4 billets, et auprès des agences. Donc, c'est vrai que au niveau de la compagnie elle-même, nous l'avons dit, les billets coûtent 40 000 francs CFA, mais le réseau qui est créé et que je constate même être en partie, qui serait en partie d'une manière ou d'une autre complice de la compagnie, c'est que voilà, et finalement ça n'a pas changé. Donc aujourd'hui, nous sommes allés il y a 2 semaines à peu près, on nous a fait savoir que finalement jusqu'au 1er février, il n'y avait plus de place donc entre Brazzaville et Pointe-Noire, pour Pointe-Noire, Brazzaville. Et vous imaginez dans quel contexte l'on vit aujourd'hui. Nous sommes donc à 2 semaines, donc tout est déjà occupé. Comment peut-on expliquer? C'est vrai, ça peut s'expliquer par le fait qu'il n'y a qu'une seule compagnie, plusieurs personnes qui voyagent, des hommes d'affaires et autres, ceux qui travaillent à Brazzaville et qui dorment à Pointe-Noire, ceux qui dorment à Pointe-Noire et qui travaillent le matin à Brazzaville, font des réservations peut-être sur une semaine, sur un mois, parce qu'il n'y a plus de compagnie. Mais on peut quand même s'interroger que finalement, que sur un mois à peu près, qu'il n'y a plus de place. Et on vous dit souvent par ces agences, si vous voulez avoir le billet à 40 000 francs CFA, donc il faut réserver 2 semaines avant, un mois avant. Mais quand vous voulez réserver, on vous dit qu'il n'y a plus de place. Ces argumentaires ressortent de votre enquête que vous avez eu à mener. Oui, nous sommes allés sur place à la représentation de cette compagnie à Brazzaville. Nous leur avons posé des questions de savoir pourquoi il y a cette spéculation, pourquoi les billets, quand ils sortent de l'agence, les billets sont exorbitants. Mais celles et ceux qui nous ont reçus ce jour-là nous ont montré et confirmé que le billet coûte 40 000 francs. Mais c'est vrai, au niveau de l'agence, ça coûte 40 000 francs. Mais un fait curieux qui a piqué notre curiosité, c'est que il y avait près de 300 billets qui étaient déjà vendus à une agence. Pourquoi? C'est là où on s'interroge. Pourquoi est-ce que la compagnie canadienne privilégie-t-elle les agences au lieu de privilégier les individualités?
des passagers simplement. On peut comprendre que la compagnie veut vendre ses places et sécuriser son cash flow, on peut le comprendre, mais privilégier les agences, vendre pratiquement tous les billets aux agences, quand on sait que nous sommes dans les conditions actuelles, on peut comprendre que la compagnie aujourd'hui rejette sa responsabilité dans la régulation dans le secteur du transport. Parce que en réalité, quand on sait qu'il y a des pratiques pareilles, comme ils l'ont dénoncé dans leur courrier, en réalité, on devrait stopper de vendre tous les billets, surtout tous les billets aux agences, puisque c'est tout part des agences. Même quand ils disent que vous achetez les billets chez les gens qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas réguliers, mais c'est faux. Nous avons acheté les billets auprès des agences qui sont reconnues et qui sont dans 2 aéroports, donc Brazzaville et Pointe-Noire. Ce sont ces agences-là qui sont régulières, qui sont reconnues par l'État, qui nous vendent ces billets à 65 000 francs, à 4 000 francs. Et quand vous arrivez, ils vous disent qu'il n'y a plus de place. Je peux vous prendre un cas simple. Nous sommes arrivés jusqu'à l'aéroport, à Pointe-Noire. On nous fait savoir que venez sur place, vous aurez un billet. Jusqu'à la dernière minute où le dernier passager devait s'embarquer, il n'y avait pas encore de place. Vous savez qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ils regardent parmi ceux qui devraient s'embarquer ou voyager s'ils sont pas présentés, on vous embarque avec le nom de quelqu'un d'autre en vous vendant ce billet à 4 000, à 65 000 francs CFA. Ou encore, on vous appelle si vous avez réservé votre toit pour dire finalement, il n'y a plus de place, on préfère donner au plus offrant. Si vous avez acheté votre billet à 40 000, on peut vous dire à la dernière minute, et finalement, j'ai vu comment un jeune est allé débattre parce qu'on n'a pas voulu reconnaître son billet. On lui a fait savoir que là où il a acheté son billet, c'était un faux billet, alors qu'on a vendu sa place, comme on le dit terre à terre, à quelqu'un d'autre. Donc, on ne peut pas se dédouaner de cette manière quand on sait qu'il suffit juste que la compagnie privilégie les passagers, pas les agences, et qu'ils essaient de regarder quel est le quota qu'on peut donner aux agences, quel est le quota qu'on peut réserver aux âgés, donc aux individus, aux individualités. Je pense qu'on va résoudre, qu'elles permettent ces sociétés aux personnes, aux gens, d'aller acheter les billets directement que de tout vendre presque aux agences. Est-ce que, Bruno, on peut dire aujourd'hui que la compagnie Canadian Airways serait en complice avec ces agences-là? La complicité n'est peut-être pas directe. C'est vrai qu'elle vient de dénoncer, même en interpellant, en engageant la responsabilité des autorités. Quand vous lisez le courrier, la compagnie se désengage totalement, ne reconnaît pas, dénonce ces faits en interpellant les autorités afin ces dernières luttent contre ce que la société qualifie de fraude. Mais je vous disais tout à l'heure que le fait de vendre tous les billets est vraiment sur une semaine, sur 2 semaines, voire un mois aux agences, alors qu'on sait que nous sommes dans une période difficile. Je crois que là, on peut réellement interpeller la société de dire finalement, vous encouragerez d'une manière ou d'une autre cette fraude que nous constatons au niveau de 2 aéroports. Et que doit-on faire? Mais il faut mettre de l'ordre. C'est pas parce qu'il nous reste qu'une seule compagnie qu'on doit assister à cela. Le billet est à 40 000 francs entre Brazzaville et Pointe-Noire. On ne peut pas permettre, quand on sait que dans les aéroports, il y a des services de sécurité également, on ne peut pas permettre aujourd'hui que de telles pratiques. Je vous disais tout à l'heure, on est déjà dans une situation on va dire d'austérité sociale. On est dans une situation aujourd'hui d'inflation dont on n'arrive pas toujours plus ou moins à maîtriser, contrairement à ce qu'on entend à gauche à droite. On ne peut pas aujourd'hui permettre que la population continue de subir de telles pratiques. On en parle, tout le monde le sait. Les autorités passent par cet aéroport. Ils passent par ces aéroports-là, Brazzaville et Pointe-Noire, et elles savent, et ils ont des collaborateurs qui achètent les billets pour leurs déplacements, pour leurs enfants, et ils savent combien coûte le billet aujourd'hui, comment en avoir. Donc, on peut pas continuer. Le réseau, s'il est connu, il faut qu'on arrête ce réseau. Laissons le transport pour parler de la diplomatie. Dans cette chronique, le président Félix Tshisekedi a été reçu par le président Denis Sassou Nguesso. Au-delà de la fraternité apparente, quel est l'enjeu réel de ce déplacement dans le contexte sécurité actuel de la RDC?
Voilà, il faut savoir que le président Félix Tshisekedi est dans une quête de solidarité régionale. La situation étant toujours tendue à l'est du pays, malgré les accords états-uniens et même les pourparlers des accords de Doha et même la relance des pourparlers au niveau de l'Angola, la situation reste tendue. Donc, et vous savez aussi que le président Denis Sassou Nguesso, vous avez entendu son homologue de la RDC l'affirmer avec beaucoup de force, que le président de la République a une influence, on va dire, régionale, au niveau donc régional, pas parce qu'il serait le meilleur président, mais parce que depuis toujours, il s'est impliqué dans la résolution des crises et parfois les plus compliquées. Donc, il a une expérience que peut-être jusqu'ici, Félix Tshisekedi, qui est arrivé au pouvoir en 2019, n'en a pas. Donc, il faut avoir recours à celles et ceux qui ont beaucoup plus d'expérience. Peut-être pas aussi pas que des anciens, mais celles et ceux qui ont une certaine expérience dans un domaine donné par rapport à cette situation. Et donc, il y a ça, ce qu'il faut retenir. Mais il y a aussi le fait que les deux Congos étant des voisins immédiats, il faut savoir que quand le doigt de la RDC est malade, il faut savoir que le cœur du Congo ne peut pas être tranquille. Vice versa. Et donc, il faut se surveiller mutuellement pour éviter qu'il y ait débordement de l'autre côté, qu'il y ait décadence de l'autre côté. Sinon, finalement, même si la situation ne nous touche pas directement, il serait difficile pour le Congo de vivre tranquillement quand on sait que le voisin le plus immédiat est dans des situations. Et cela peut impacter notre sécurité et même la vie sociale, parce que vous savez, déjà au nord du pays, au nord du Congo, donc République du Congo, il y a plusieurs réfugiés de la RDC, et vous savez que ce n'est pas du tout facile de les recevoir, de prendre soin d'eux. Ce n'est pas toujours facile. Donc, c'est des situations qu'il faut éviter à tout prix. Donc, vous comprenez que cette sollicitation, il a dit lui-même qu'il a fait la ronde de quelques pays. Il est venu parler des accords signés aux États-Unis parce que, et même doit, et parler des pourparlers pour voir quelle peut être la contribution de cet ancien qui a une grande expérience dans la résolution des crises. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Parce que le président Denis Sassou Nguesso, vous le savez, a toujours privilégié le dialogue. Il a même institutionnalisé le dialogue pour que finalement ça soit une priorité dans la résolution de toutes les crises. Voilà pourquoi je pense que l'expérience du Congo peut réellement aider le président Félix Tshisekedi, qui aujourd'hui tend réellement vers ce que la plupart des Congolais demandent, vers un dialogue réellement pour résoudre définitivement cette crise qui dure 3 décennies. Merci Bruni. Prendre de l'expérience auprès des anciens, c'est une très bonne chose que fait exactement le président Félix Tshisekedi. La RDC aujourd'hui traverse une zone de forte turbulence. Quel rôle le président Denis Sassou Nguesso peut-il jouer pour apaiser les tensions qui perdurent dans la région des Grands Lacs? Vous savez que le président Denis Sassou Nguesso l'a toujours dit, il avait dit depuis longtemps d'ailleurs qu'il était disponible à jouer la médiation dans cette crise, d'apporter son expérience. Aujourd'hui, la médiation est portée au niveau régional et continental. Vous savez que le président angolais, qui est à la tête de l'Union africaine, porte le dossier depuis, et là, depuis quelque temps, il a relancé le dossier après donc les accords des États-Unis et Doha. Aujourd'hui, il faut savoir que le vrai problème qu'il faut comprendre dans cette situation, c'est que c'est à peu près le défi se joue à peu près sur 3 à 4 fronts. Lesquels? Voilà. Le premier front, c'est la diplomatie. Aujourd'hui, la RDC est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, elle peut aujourd'hui influencer, faire pression sur la communauté internationale et pour certainement obtenir des sanctions contre les États qu'elle considère être impliqués dans cette crise. Et puis, je parlais tout à l'heure des accords, il y en a plusieurs. Il y a la SADC, pour parler au niveau de la SADC, vous avez l'Angola qui est aussi, qui mène les pourparlers, vous avez Doha, vous avez les États-Unis. Donc, à un moment donné, il faut que la RDC arrive à coordonner
coordonner tous ces accords. Ça veut dire quoi? Il faut que tous ces accords visent en réalité à un même objectif, ou au moins les mêmes objectifs. Donc, on peut pas avoir, par exemple, des accords des États-Unis qui parleraient d'autre chose, d'où à autre chose, et l'Union africaine ou la région des Grands Lacs autre chose. Il faut donc à chercher à tout coordonner. Donc vous avez ça c'est au niveau diplomatique. Vous avez aussi au niveau donc militaire, j'ai envie de dire. Il faut que la RDC arrive aujourd'hui avec tout ce qui se passe à reformer son armée pour la rendre capable de protéger l'intégrité territoriale. Il faut que cette armée monte en puissance. Et puis, vous avez le désarmement à long terme, peut-être, des rebelles, des seigneurs de guerre, et puis leur réinsertion. Mais vous avez aussi le front économique. Si aujourd'hui vous avez encore des jeunes et parfois des mineurs qui sont enrôlés dans ces conflits armés, dans ces rébellions, mais c'est parce que il y a également le chômage, le manque d'emploi qui guette. Ça, on peut pas le refuser. Donc, il faut, en réalité, pour la RDC, créer à peu près entre 2 ou 4 millions d'emplois par année pour éviter que les jeunes désœuvrés se retrouvent dans ces conflits armés ou soient recrutés par ces rébellions. Donc il y a ces questions qu'il faut que le président Tshisekedi doit avoir de fond en comble, parce que il a aujourd'hui la responsabilité de régler cette crise, de résoudre la crise définitivement avant de partir, afin de laisser son nom dans l'histoire en bien. Pourquoi? Parce que il arrive au pouvoir démocratiquement. Il y a une transition démocratique qui s'est faite entre le président, son prédécesseur et lui-même en 2019. Et quand il arrive, c'est vrai qu'il arrive dans un contexte d'une coalition forcée. Finalement, il était obligé à un moment donné de paraître comme un président protocolaire. Il a réussi, comme il avait promis lui-même, de démanteler, donc de détruire cette coalition pour avoir la liberté d'agir. Aujourd'hui, ce qu'il peut faire pour rester dans l'histoire en bien, c'est d'aller vers ce que nous on peut appeler une sorte de catharsis nationale et institutionnelle. Ça veut dire que les véritables états généraux de la nation, mais pas dans le but de partager les Marocains ministériels, pas dans le but de renforcer la transhumance politique comme il a fait malheureusement, puisque il avait dit qu'il devait démanteler le système Kabila. On entendait par là corruption, impunité, voilà. Par système, on entendait par là. Mais malheureusement, il détruit quand même cette coalition avec Kabila, mais il n'a pas réussi, lui, à détruire le système, parce que cette transhumance politique qu'il a encouragée lui-même pour avoir la loyauté et qui lui coûte cher aujourd'hui de ceux qui ont travaillé avec Kabila, comme Lambert Mende, l'actuel vice-premier ministre de l'économie, finalement, ça lui coûte cher aujourd'hui. Donc, il faut les véritables états généraux de la nation, mais pas pour distribuer le gâteau, mais pour reformer totalement l'État et conduire l'État vers une nouvelle république. Et ça demande qu'il rassemble tous les Congolais autour de lui. Un leader ne l'est pas parce que par rapport au nombre d'opposants en prison, il l'est parce qu'il a réussi à mettre sur une même table ses opposants. Et donc, aujourd'hui, il gagnerait à rassembler toutes les filles et tous les fils du Congo autour d'une même table pour réformer l'État, avoir une constitution beaucoup plus forte, une constitution qui protège le pays et qui permet au pays d'aller réellement vers le développement. Mais s'il ne le fait pas, c'est vrai qu'on peut avoir la diplomatie à l'extérieur, mais la vraie diplomatie, c'est la diplomatie intérieure, parce qu'on peut pas parler de paix à l'Est si avec ses propres compatriotes, il n'y a pas communication. Aujourd'hui, plusieurs opposants sont en prison. Quand on veut faire la paix, on peut plus continuer à traquer les autres. Il y a plusieurs autres qui sont en exil. On peut pas construire la paix si on veut, si on continue de pourchasser ses propres compatriotes. Il a le devoir de rassembler la RDC. Après 30 ans de crise, il laissera son nom grand dans l'histoire. Brony, vous avez parlé de reformer l'État. La crise à l'est de la RDC dure depuis des années. Que peut être la politique que le président Félix Tshisekedi peut mettre en place? Est-ce le dialogue, comme vous l'avez souligné tout à l'heure? Oui, mais écoutez, si aujourd'hui il reproche au Rwanda d'être impliqué dans ce que vit la RDC ou d'occuper la RDC, il faut savoir que c'est le président Denis Sassou Nguesso qui le disait: si vous voyez un rat dans votre maison, ça veut dire que c'est la souris de la maison qui a conduit ce rat dans votre maison. C'est aujourd'hui, si réellement, comme on le dit et comme on l'affirme, que le Rwanda est donc
aujourd'hui en RDC qui occupent le terrain ou en train d'instiguer les rébellions, les rebelles qui sont là-bas. Et ça veut dire il s'est appuyé, le Rwanda s'appuie certainement sur les Congolais. Et pourquoi est-ce que les Congolais qui devraient protéger leur propre pays s'allient avec un pays étranger pour détruire leur propre pays? Donc ça veut dire que s'il réussit, lui, à rassembler tous ces Congolais, aigris ou pas aigris, puisque aujourd'hui, il faut savoir passer de l'économie de guerre à une économie de développement. Pourquoi? Parce que avec tout ce que se fait aujourd'hui, les rebelles pensent finalement que la paix devient une faillite commerciale. Ça veut dire quoi? Que on préfère la guerre parce que ça nous apporte de l'argent, on s'enrichit dans ces conditions, mais si on cherche la paix, on va tout perdre, puisque chacun de ces rebelles ou de ces groupes de rebelles contrôle plus ou moins une partie du territoire, et pas dans le but de la développer, mais de s'enrichir personnellement. Et donc, le président Félix Tshisekedi doit donc amener sur la même table tous ces Congolais qu'il qualifie de traîtres aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, autour d'une même table, mais pas pour le partage des gâteaux, mais pour l'intérêt général. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Et après, il y a aussi, on dénonce aujourd'hui lui-même dans son entourage la corruption qui prend de plus en plus d'ampleur, qui gangrène l'État aujourd'hui. Il est donc très difficile de continuer à gouverner de cette manière s'il ne trouve pas l'alternative qu'il faut. Et à mon avis, je pense, et même il y a plusieurs opposants qui appellent à ce dialogue-là, mais il faut que ça soit un dialogue pour reformer l'État, mais pas pour partager les Marocains ministériels. Merci Brony. Poursuivons notre chronique de ce soir. Brony, le Conseil supérieur de la liberté de communication multiplie les rappels à l'ordre sur l'éthique et la déontologie. Est-ce que le traitement médiatique est réellement le seul point de friction de en cette période électorale? Nous l'avons dit ici, Gabriel, qu'il est important d'interpeller les journalistes et même d'engager la responsabilité des médias pendant cette période électorale, parce que je le disais que les médias constituent l'un des piliers importants de la démocratie et de la consolidation et même de la stabilité étatique. Donc, à un moment donné, si les journalistes ne jouent pas leur rôle, il serait difficile qu'on ait vraiment cette démocratie tant suitée. Mais le Conseil aujourd'hui ne doit pas réellement avoir ce penchant qui s'apparente à une sorte de répression médiatique, parce que le fait d'insister sur les médias et que sur les médias nous avons parlé des conditions de travail, mais ça s'apparente comme une sorte de répression médiatique, une sorte de pression sur les journalistes. On a l'impression que le Conseil aurait reçu mandat de traquer sur tous les journalistes qui seraient dans une ligne éditoriale beaucoup plus ou moins, j'ai envie de dire, hostile au pouvoir, puisque chaque média est libre d'avoir sa ligne éditoriale. Il y a certains médias qui sont pro et d'autres qui ne le sont pas. Donc, il faudrait pas que cela se passe de cette manière, puisque les vrais problèmes, ce ne sont pas les journalistes comme tels. Le journaliste, en réalité, ne fait que le relais. Nous avons parlé d'accès aux sources d'information, mais nous avons aussi parlé des discours, l'attitude des hommes politiques, des acteurs politiques, des acteurs dans la société. Il n'y a pas que le journaliste, parce que si le discours à la base est biaisé, si le discours à la base est incendiaire, j'ai envie de dire, le journaliste, que peut-il faire? Donc, il faut, comme nous l'avons appris, que le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Médard Milondou, a lancé donc les discussions, les échanges avec les états-majors politiques, c'est mieux que ces discussions soient francs. Il faut que ces hommes et ces femmes comprennent finalement dans quelle période nous nous trouvons pour que leur discours ne compromettent pas, ne soit pas de l'huile jetée sur le feu, ne soit pas des discours j'ai envie de dire, qui enflamment la République, mais plutôt des discours constructifs. Donc, si cela n'est pas fait, si cela n'est pas compris par les hommes politiques, ce serait difficile. Vous avez également la vigilance du Conseil devrait aussi se voir sur l'équilibre, j'ai envie de dire, informationnel. On va en parler, Brony. Oui.
Ronnie, nous allons rester sur ce volet. Le Conseil aujourd'hui, on le sait depuis toujours, est le régulateur global de la communication. Ne serait-il pas temps qu'il interpelle avec la même fermeté les acteurs politiques et les candidats sur la violence de leur discours, vous l'avez souligné tout à l'heure, et la propagation de fake news sur les réseaux sociaux? Oui, mais malheureusement, je vois mal, moi, qu'un journaliste diffuse des fake news. Souvent, ça ne vient que des états-majors politiques pour la plupart, puisque dans cette guerre politique, certains voudront noyer d'autres, diffusent parfois des informations pour dénigrer, pour salir, ou encore pour tromper la vigilance des uns des autres. Et vous avez aussi, nous l'avons dit, tous ces fameux informateurs sur Facebook qui sont capables à n'importe quel moment de diffuser. Donc, ce n'est pas aujourd'hui la responsabilité du journaliste dans la diffusion même des fake news, mais le journaliste, lui, a le devoir d'apporter la bonne information. Donc, il faut qu'à la source, le Conseil veille à ce qui est diffusé, les chansons qui sont diffusées. Vous avez parfois des chansons qui encouragent le banditisme, vous avez des chansons qui encouragent la délinquance juvénile. Il n'y a pas que les hommes politiques, vous avez aussi des leaders d'opinion qui, parfois, par rapport à leur posture, pro ou pas pro du pouvoir, diffusent des messages pour incendier la société. Mais vous avez aussi des hommes politiques qui ont des discours guerriers au point où vous avez l'impression que ça peut basculer à n'importe quel moment. Donc, il faut que le Conseil soit vraiment vigilant sur ces discours, mais aussi, je parlais tout à l'heure, de l'équilibre de l'information, dont les médias doivent tenir compte de cela, mais j'attire l'attention du Conseil, puisque le Conseil aujourd'hui fait pression sur les journalistes, mais il y a un programme qui est diffusé aujourd'hui, surtout sur la chaîne nationale. Je n'ai pas envie de citer d'autres chaînes privées qui font le relais de ce programme dénommé 30 jours pour convaincre. Est-ce que vous savez, au fond, ce programme est antidémocratique? Ce programme partial tel qu'il est conçu ne peut pas permettre aujourd'hui l'équilibre de l'information. Vous avez pendant pratiquement un mois, les ministres et les responsables des institutions publiques défiler sur les médias, défendre leur bilan sans contradiction. Je pense que le Conseil sur la liberté de communication devrait déjà interpeller les initiateurs de ce projet, devrait en réalité arrêter ce projet qui est à forme d'une campagne électorale. On ne peut pas se permettre dans un pays qui se veut démocratique, qu'on ait un programme qui est en train de promouvoir un seul camp. Donc, le programme est unilatéral, selon vous. Mais écoutez, nous sommes appelés à l'équilibre de l'information. Nous sommes appelés à l'équilibre de l'information. Vous avez suivi le journal du 28 janvier sur Télé Congo. Un extrait de passage du directeur général de la EKRC qui a été diffusé dans ce journal. Question de la journaliste, notre consoeur Marna Makene. Réponse beaucoup insolente du DG qui qualifie donc la journaliste de pratiquement ignorante. Et finalement, il y a eu un rebondissement de la consoeur dans l'émission principale. Mais dans le JT, l'on s'arrête à la réponse du DG. Vous savez, l'information qu'on envoie, c'est que la journaliste n'était pas à la hauteur, alors que dans l'émission principale, que tout le monde ne suit pas d'ailleurs, la journaliste a rebondi et apporté les éléments contraires. Qu'est-ce que le Télécom allait faire? C'est de donner juste la réponse à la question ou de rebondir, de laisser la question la réaction de la journaliste. Et quant aux réponses, puisqu'il n'y a pas de contradiction, on constate que ils peuvent mentir, donner les faux chiffres, comme il n'y a pas de contradiction, puisqu'il n'y a pas d'opposants qui viennent contredire et ça passe dans l'opinion. Le directeur général de la EKRC affirme qu'il y a eu une stabilité électrique dans une période donnée. En 2016, j'ai travaillé à Pointe-Noire. Il y avait le courant un jour sur deux. On avait les délestages tout le temps. À quel moment, depuis 97 jusqu'à aujourd'hui, dans quelle ville du pays, Brazzaville et Pointe-Noire, je parle de deux villes, à quel moment il y a eu réellement stabilité? C'est lui qui avait promis qu'en 2023, il ne devait plus avoir de coupures de délestage. Voilà. En 2023, au Congo, il ne devait plus avoir des délestages. Mais nous sommes en 2026, malheureusement. Et donc,
face à de telles réponses, si vous avez un contradicteur, si vous avez un opposant, si on ne retire pas les questions, on supprime pas certaines questions des journalistes, on pouvait avoir réellement des émissions équilibrées. Donc c'est un programme que je trouve assez dangereux pour la démocratie et pour l'équilibre de l'information. Il y a tout un service de monitoring au sein de ce conseil. Vous avez une nouvelle commission qui a été créée au sein de cette commission qui doit suivre au quotidien et en temps réel les médias. Je crois que s'ils ont des moyens, ils devraient avoir toute une salle pour que rien ne les échappe. Et c'est ça leur devoir. On ne devrait pas les interpeller pour de tels programmes. Je ne peux pas voir un tel programme ailleurs. Je n'ai jamais vu un tel programme. Et le silence qui paraît coupable et complice du Conseil supérieur de la liberté de communication montre finalement, comme je le disais tout à l'heure, que le Conseil serait là pour une mission commandée. Dès l'entame de cette émission, je crois, ayant constaté la succession des ministres sur ce plateau sans contradiction, on devrait déjà interpeller les organisateurs et même les chaînes qui diffusent ce programme de les arrêter, sinon d'équilibrer le débat. On devrait peut-être avoir à quelques semaines de l'élection principale des débats contradictoires, mais on ne peut pas comme ça servir sur un plateau d'or gratuitement des ministres qui viennent, qui parlent et parfois le journaliste n'est pas là pour s'opposer au ministre qui passe. Le journaliste a des questions et par rapport à ses recherches, par rapport à sa connaissance. Mais il y a des experts dans chaque domaine. Vous avez des opposants et qui, depuis longtemps, ont toujours appelé à avoir des débats contradictoires avec ces ministres. Donc, on devrait aujourd'hui, dans ce programme, assister au débat contradictoire pour que celles et ceux qui viennent pour défendre leur bilan le défendent et celles et ceux qui pensent que ce n'est pas ça, qu'ils apportent des chiffres et des arguments contraires. On devrait assister là à une véritable démocratie médiatique. Malheureusement, nous le déplorons et je crois que le Conseil pourrait peut-être réagir et comprendre si nous n'avons pas tort. Le Conseil ne cesse d'insister sur l'éthique et la déontologie et là aussi, le rôle des journalistes ou bien des techniciens sont mis aussi à l'épreuve. Est-ce que là, on devrait aussi blâmer les journalistes ou bien les techniciens qui sont à l'œuvre lors du montage de cette émission? Écoutez, moi, je ne suis pas là pour indexer, moi, les réalisateurs, les confrères qui sont sur le plateau. Je pense qu'ils font bien leur travail. Quant à leurs questions, j'ai discuté avec une conseillère qui me dit, elle a déjà constaté que plus d'une fois, ces questions ont été biffées, supprimées lors du montage. Est-ce que c'est les ordres donnés par les organisateurs? Moi, je sais pas. Donc, je ne peux pas, moi, aujourd'hui, incriminer ou engager la responsabilité des confrères qui sont sur le plateau ou encore dans la réalisation et autres. Moi, je me dis que il y a des principes qui existent. Il y a la charte de la déontologie qui existe et qui nous demande d'être impartial, sinon impartiaux dans le traitement de l'information, d'équilibrer les débats. Ça veut dire que il faudrait que dans le passé, il faut que toutes les minutes, toutes les heures qu'on a accordées au gouvernement, donc à ses ministres, soient aussi accordées à d'autres qui viendront peut-être pour j'ai envie de dire, débattre, donner des avis contraires. On peut, aujourd'hui, il y a un terrain qui s'ouvre de débat, c'est la campagne électorale. C'est pendant cette période où l'on peut faire la promotion s'ils veulent défendre le président, c'est le moment d'aller promouvoir son bilan, d'aller discuter de son bilan. Mais on est là dans une sorte de campagne parce que tous les jours, les différents ministres et DG défilent sur Télé Congo. Tous les jours. Pour parler presque des mêmes choses. Merci Brony, merci pour ces éclairages précieux. On le voit, qu'il s'agisse du prix des transports, de la stabilité régionale ou de la transparence électorale. Les enjeux de ce début d'année 2026 sont majeurs pour nos deux nations. Restez informés, restez exigeants. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro des Chroniques des BFN. Bonsoir chez vous.